Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission Top Sécu d'Anews Sécurité. Alors aujourd'hui, j'ai deux invités qui ont un point commun, protéger les personnes de façon discrète et professionnelle. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Brugui. Bonjour. Bonjour. Alors Dominique, vous êtes fondatrice de Mon Shérif, une application qu'on va évoquer, dont on va parler plus en détail au cours de l'émission. Vous êtes également présidente de Domi Digital. C'est cela. Voilà. Et Pascal Aumont, bonjour. Bonjour. Alors Pascal, vous êtes fondateur et président du groupe SP2 et on va également tout au long de l'émission évoquer cette société. Dominique, je me tourne vers vous. Vous avez débuté votre carrière en 1988. Oui. Voilà. Vous êtes déjà venu d'ailleurs sur ce plateau pour évoquer un petit peu l'application qu'on va évoquer. Ce que je peux dire, c'est que vous avez parcouru beaucoup de continents, 4 continents. Voilà, vous avez beaucoup voyagé. Vous avez fondé plusieurs entreprises au service de l'humain. Toujours l'humain qui est central. Vous avez été conseillère régionale déléguée à l'égalité femmes-hommes entre 2021 et 2022. Vous êtes basée dans le Vaucluse et on le voit, ce parcours a fait que l'humain, pour vous, est essentiel. Et protéger l'humain est essentiel. C'est ainsi que vous avez décidé, en 2016, de créer une application qui s'appelle Mon Shérif. Mon Shérif, une solution innovante française qui a été créée tout d'abord pour les violences intrafamiliales, mais pas que. Expliquez-nous. Alors, mais pas que. Alors, merci pour cette présentation. Donc, toute petite correction, c'est pas une application, c'est un outil. Un outil. C'est très important puisque, justement, la grande différence, c'est que je maintiens le fait que pour pouvoir agir, il faut pouvoir agir avec quelque chose qu'on a sur soi qui n'est pas visible, justement, ne pas avoir à aller se saisir d'un téléphone. Vous avez parce raison. que là, sinon, l'auteur des violences le voit et malheureusement, il y a de fortes chances pour que vous ne puissiez pas appeler au secours. Mais, pardon, j'ai oublié la question de départ. Non, c'est d'expliquer effectivement comment vous est venue l'idée de créer en fait Mon Shérif et d'expliquer ce dispositif. Alors c'est parti, ça n'avait rien à voir avec le contexte des violences. Moi, à la base, j'étais présidente d'une société qui était éditeur d'applications mobiles. Pareil, le lien, c'était de tisser du lien, créer du lien social entre les administrés, les personnes qui habitent sur les personnes de leur territoire, etc. Et puis est arrivée l'ère des objets connectés. Et là, j'ai tout de suite vu l'intérêt de pouvoir rester en lien avec ses proches en toutes circonstances. Et je vous avoue qu'il y a une affaire qui m'a profondément marquée. Lorsque j'étais jeune, il y a 2 affaires qui ont marqué l'actualité française, 2 faits divers. Il y avait l'affaire du petit Grégory, qui a traîné des années sur Paris Match. Et il y avait l'affaire de la disparition de la fille de Bernadette Lafont, qui s'appelait Pauline Lafont. Et c'est cette seconde affaire à laquelle j'ai pensé tout de suite, qui était de dire, mais si elle avait eu cet objet sur elle, quelle que soit la chute qu'elle a faite, eh ben, elle aurait peut-être pu appuyer dessus, même si le téléphone avait été projeté à une certaine distance et son sac de randonneuse à une autre distance. Et c'est comme ça qu'est née l'idée. D'accord. Et entre-temps, moi j'ai pensé à tout ça. L'ère des objets connectés est arrivée vers 2015. On a commencé à s'intéresser à tout ça. C'était encore très vague. Et puis est arrivé Charlie déjà. Là, Charlie, ça m'a pas trop percuté en termes de qu'est-ce que j'aurais pu faire pour aider. Par contre, est arrivé le Bataclan derrière. Et là, ça a beaucoup changé la donne. C'est-à-dire que là, je me suis vraiment posé la question de dire non, mais là. Et à l'époque, rien n'existait. Non, il n'y avait pas grand-chose. Et puis même, moi, j'avais rencontré les gens qui étaient les patrons du RAID à l'époque. Et moi, je leur disais, mais quels sont les outils dont vous disposez sur les scènes lorsqu'il y a une prise d'otage Et ils me disent, mais rien. On a les chiens, on a les miroirs, mais en fait, à la base, rien. Et c'est là où j'ai tout de suite vu la pertinence de cet outil, qui est de dire, je me souviens de ces retours du Bataclan, où les policiers expliquaient l'horreur, enfin les gens du RAID expliquaient l'horreur d'entendre ces téléphones qui sonnaient. C'est ce que j'allais dire, voilà, il y avait justement ces téléphones. Et de comprendre qu'en fait c'était les parents qui essayaient de joindre, etc. Et en fait ces gens-là ne pouvaient pas communiquer. Et je me disais, mais s'ils avaient eu le bouton, j'aurais pas pu changer le cours des choses, mais déjà peut-être qu'ils auraient été capables de dire qu'il y avait besoin de secours tout de suite. C'est un peu, voilà, ça s'est un peu construit comme ça l'histoire de Mon Shérif. Alors, et après les femmes. Voilà, alors vous avez raison Dominique de le rappeler, alors c'est rassurer, alerter en priorité, enregistrer pour restituer des preuves, c'est également important. Et comme vous le dites, sans avoir besoin de se saisir finalement d'un téléphone. Et pour vous, c'est clé. On va regarder après les différents objets. Avant ceci,
Quelle est la cible en particulier, justement, ou la cible d'une manière plus large ? Alors, compte tenu de l'évolution de notre société actuelle, là, aujourd'hui, des cibles, il y en a partout. Des gens à protéger, à sécuriser, il y en a partout. Nous, on a fait un parcours, on a choisi un parcours difficile parce qu'en fait, on est tombé, sans le savoir et sans le vouloir, on est venu nous chercher, on est tombé dans cet univers des violences intrafamiliales. Donc, du coup, l'outil, il a été testé, il a été conventionné par des procureurs de la République, par des présidents de tribunaux et utilisé par des présidents d'associations d'aide aux victimes. Donc, ça nous a permis de vraiment être à l'écoute de ce qui était attendu pour pouvoir aider de façon la plus efficace possible. Aujourd'hui, des publics, il y en a partout. Vous avez la violence est aveugle, elle frappe n'importe où, n'importe quand. On a besoin de protéger des gens qui sont victimes d'antisémitisme, par exemple. On a besoin de protéger les travailleurs sociaux, on a besoin de protéger les commerçants, on a besoin de protéger tous les gens qui vont à domicile, les personnels soignants, les gens ambulatoires, les personnels d'accueil. Tout le monde est concerné, finalement. Mais c'est ça, ça n'arrête plus, tout le monde est concerné. Et si on pouvait arriver à sécuriser et à protéger les gens sans leur faire peur de façon supplémentaire, c'est-à-dire amener une solution qui ne soit pas anxiogène, mais qui au contraire leur permet d'avoir un peu de ciel bleu et de les apaiser un peu, alors on a gagné, je dirais, notre philosophie d'existence. Alors la particularité aussi, c'est que c'est tout petit ce bouton, 2,5 cm. Tout petit, 10 grammes. Voilà, de façon à ce que ce soit très discret, invisible quasiment. Non visible, c'est porté sur soi de façon non visible. Il est décliné de plusieurs sortes. L'idée, c'est de ne pas savoir en fait que la personne est équipée et en même temps, où est-ce qu'elle va appuyer. Je ne connais personne, à moins de vous retrouver vraiment dans une situation terrible, d'un revolver qui est pointé sur vous dans la rue. Mais sinon, il n'y a pas de situation où vous allez être immobilisé en une seconde de vos 4 membres. Donc, on va jeter votre téléphone, on va jeter le sac à main. Et on ne va pas penser au niveau d'un bijou, on ne peut pas savoir, parce que le bouton, il peut être n'importe où sur vous. C'est ça. Donc, si vous savez que vous êtes une personne qui est cible de violence de par votre métier, ou pour des raisons médicales, ou pour des raisons professionnelles, vous avez cet outil sur vous, et au moins vous êtes en lien, et vous pouvez agir, et surtout, vous avez confiance d'agir. Alors, vous en avez un justement sur vous. M'attaquez pas aujourd'hui, j'en ai partout. J'en ai partout. J'en ai un qui est glissé ici, dans un collier, donc comme on le voit, si je le retourne, il y a un petit rond ici, ça permet d'avoir le pouce qui tombe tout de suite sur la technologie pour appuyer et appeler à l'aide. Il y a des bracelets qui arrivent. Ça, c'est le modèle donc, du petit bouton qui se porte sur soi, clippé à un vêtement. Je précise que ce n'est pas une pince qui s'ouvre et qui se ferme. Important, parce que dans un cas d'agression, si je suis bousculée, il ne faut pas que l'outil se détache. Et puis sinon, vous avez aussi des médaillons comme ça, qui peuvent être portés avec des choses différentes. Bref, l'idée, c'est de dire, j'ai quelque chose sur moi, mais on ne sait pas ce que c'est. Et alors, quand on appuie, ça va où l'appel? Alors, quand on appuie, il se passe plusieurs choses. Il y a 3 clics différents. Le premier clic, c'est un SMS pré-rédigé à l'avance. Donc ça, c'est important parce qu'il n'existe pas de géolocalisation aujourd'hui accessible au public qui va vous dire où vous vous trouvez au sein d'une adresse. Et ça rassure également. Ben, si vous êtes capable d'écrire « Je suis au bureau 3, 2e étage », si vous avez un souci, la personne va savoir tout de suite où vous trouvez, si vous êtes un enseignant, par exemple. Après, le double clic, là, vous n'avez pas la main, c'est vous appelez à l'aide. Donc là, c'est un SMS, c'est un appel téléphonique et c'est un email géolocalisé. La géolocalisation reste active pendant 15 minutes. Elle se rafraîchit toutes les 2 minutes, qui va partir en fonction des destinataires, soit privés, soit lorsqu'on travaille avec des collectivités, ça va à la police municipale. Et puis après, il y a le clic un petit peu plus appuyé qui permet de faire de la captation de preuves. Donc, on va enregistrer un environnement sonore. Ça, c'est pour de la sécurité privée. La sécurité professionnelle sur laquelle on s'oriente, on fera aussi de la retranscription de la scène en live. Mais je le refuse sur une application privée parce que je pense que si vous n'êtes pas un professionnel pour écouter ce genre de scène, vous n'allez pas... les gens qui vont être destinataires, plutôt que de savoir se mobiliser pour coordonner les secours, vous allez leur faire péter un plomb, ils vont être traumatisés à vie, et c'est pas forcément ce que l'on cherche. Voilà. Et on rappelle bien, effectivement, vous avez bien fait de le signifier, qu'on est géolocalisé uniquement lorsqu'on appuie sur ce bouton, ce qui fait que la personne n'est pas du tout traquée, absolument pas intrusif, est complètement libre, et voilà, c'est pas du tout intrusif. Pascal, alors on a parlé du Bataclan. Ça vous parle, même si vous n'étiez plus au sein du GIGN à l'époque. Alors je rappelle, vous avez été membre du GIGN pendant 10 ans, de 1988 à 1998. C'est ça. Vous avez vécu beaucoup d'opérations à haut risque. Voilà. Vous avez été notamment mobilisé lors de la prise d'otage d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie.
Vous avez participé à la libération des otages d'un avion Air France le lendemain de Noël en 1994 à l'aéroport de Marignane. Et vous faisiez partie de ceux qui sont rentrés par l'arrière de l'appareil. Vous avez vécu finalement des scènes qui marquent, je pense. Oui, on peut le dire comme ça. Pareil, je ferai une petite rectification. OVA, en fait, j'étais déjà intégré au GIGN, mais comme fan stagiaire, donc on gardait les murs. On n'a pas été, nous, sur l'intervention OVA, mais c'est la période, effectivement, où on est rentré, où on a connu cette première grosse intervention qui a amené à faire parler du GIGN. Et ne parlons pas, bien sûr, de celle de Marignane, puisque ça a été l'élément déclencheur et qui a fait aussi progresser, justement, ce fameux GIGN à l'époque. Donc oui, c'est des situations intenses, c'est un vécu, mais c'est aussi l'avantage de ces périodes-là. C'est-à-dire qu'en fait, on était beaucoup moins nombreux qu'ils sont maintenant. Parce qu'en fait, on était en gros 45-50 opérationnels pour toute la France. Aujourd'hui, ça s'est démultiplié, vu les événements justement dont on a parlé, vous avez abordé. Donc ce côté d'être peu nombreux, c'est qu'on intervenait beaucoup. Et dans pratiquement tous les domaines de la sécurité et de la sûreté. Ce qui nous a permis, et à moi entre autres, donc, puisque j'ai fait partie de cette génération, de capter et de prendre une vraie expérience dans l'ensemble des domaines de la sûreté et de la sécurité. C'est ça. Donc aussi bien tout ce qui est opération de renseignement, que transfert d'individus dangereux, que interpellation. On faisait globalement tout. On a protection rapprochée des personnes à ce moment-là, avant que le GSPR devienne complètement autonome. On faisait encore des renforts à ce moment-là pour eux et autres. Donc ça a amené effectivement une globalité en connaissance du monde de la sûreté et de la sécurité. Alors en 98, vous quittez le GIGN pour créer votre entreprise. Pourquoi ? Pas tout de suite, justement. Donc je me suis donné un peu de temps, puisque 10 ans au GIGN, c'est quand même un peu intense. Donc je suis parti pour une société en fait, qui travaillait en Afrique et qui faisait donc les sociétés... des voyages officiels, en fait, qui participaient à toute l'organisation des différentes choses qui se passaient en Afrique, entre autres, donc sommet de l'OUA, CPUE et autres. Il manquait à cette structure tout le côté sûreté-sécurité, puisqu'il ne fournissait que des véhicules. Donc, on a implanté ce début qui a fait que je commençais à transmettre le savoir et toutes les techniques, les technologies qu'on pouvait apporter en soutien pour l'organisation de ces très grands événements. Votre passé vous a permis effectivement d'apporter... Évidemment. Donc en fait, on transmettait, c'est ce qu'on voyait. Et à chaque fois, en transmettant, les gens, les différentes personnes à qui j'avais affaire, oui, pourquoi vous ne montez pas votre propre structure? Et j'ai dit, ok, à un moment donné, pourquoi pas? Et donc 2014, officiellement, les premières structures ont été créées. Voilà, donc vous créez le groupe SP2. C'est ça. Donc à Vernon. Oui. Pour répondre à des besoins spécifiques aussi, parce qu'il n'y a pas que parce qu'on vous a un petit peu poussé, c'est parce que aussi vous vous êtes rendu compte peut-être que vous alliez pouvoir apporter peut-être quelque chose d'un peu nouveau, novateur, spécifique. Oui, alors il y avait cette notion-là, apporter, transmettre, comme je vous ai dit, mais aussi j'avais cette envie de casser un peu l'image de la sécurité privée qu'on voit. Parce que c'est très péjoratif, même encore aujourd'hui, on entend vigile, on entend tout ce que vous voulez. Et c'est alors que c'est une profession qui se professionnalise de plus en plus avec des technologies qui arrivent. Donc ces gens-là se sont formés aujourd'hui, ils sont vraiment montés à des niveaux. Et oui, mon cheval de bataille, c'est un peu de se dire, on va changer un peu l'image qu'on se fait, et plus particulièrement celle de la protection rapprochée que j'ai choisi donc d'amener, de développer. Et on pourra y revenir après, parce que oui, j'ai pris aussi une filière bien particulière sur la protection rapprochée. Alors justement, quand on crée une entreprise comme ceci, on rencontre quelques difficultés. Quelles ont été les difficultés? Oui, surtout quand on vient du monde de l'étatique pendant X années. C'est ça. Donc on n'a pas cette maîtrise du monde de l'emploi. On en a un peu évoqué ensemble tout à l'heure, de la concurrence, que moi, je n'avais pas l'habitude de connaître, de voir. Bien sûr. Donc, il faut se faire un peu à ce monde-là, de faire son chemin. Néanmoins, aujourd'hui, on a choisi justement une filière où on fait vraiment partie sur du sur-mesure, de la précision, un peu ce que on savait faire au GIGN. Donc, j'ai repris un peu l'enseignement qu'on m'a transmis moi aussi. C'est ça. Alors, aujourd'hui... La structure se divise en deux
partie, on va dire, et la partie formation, SP2 formation, est très conséquente. Oui. Vous l'avez énormément développée. Oui, je dirais même beaucoup plus vite que la protection des personnes, puisque ça reste néanmoins des niches, hein, faut pas se leurrer. Pourquoi? Parce que là aussi, il y avait une vraie professionnalisation qui était demandée. Et oui, c'est un plaisir donc de transmettre aujourd'hui et d'essayer de revaloriser ces métiers. Vous parliez de femmes tout à l'heure. C'est un sujet qui nous tient à cœur aussi. C'est important pour vous, effectivement. On y reviendra. Aujourd'hui, ce sont 200, 300 personnes qui sont formées à peu près en moyenne tous les ans sur l'ensemble des formations qu'on dispense au niveau du centre. Voilà. Vous travaillez également sur la gestion des conflits et du stress. Oui, beaucoup. Je dirais que là, c'est un des savoir-faire qu'on a appris en faire dans les GIGN et qui aujourd'hui, hélas, vu les événements, tout le monde presque est sollicité. On parlait d'entreprise, de risque d'agression, de ci, de ça. Donc c'est une vraie demande. Et il faut être très précis dans ce qu'on fait dans ce genre de choses aussi. Et puis vous avez développé un volet antiterrorisme. Là, pareil, de par votre expérience, je présume. On fait bien que ce qu'on sait faire, a priori. Aussi bien pour les collectivités que pour les entreprises. C'est ça. Donc, là, on intervient. Secteur public et secteur privé. C'est ça. Très bien. On parlait de difficultés. Dominique, vous en avez rencontré aussi quelques-unes. Oui, alors maintenant, je me plais à dire que c'est le passé. Je me plais à dire que, enfin, en tout cas, je me plais, j'espère. Oui. Vous savez, moi, j'ai une philosophie qui est de dire qu'on peut tous faire des erreurs. Oui. Donc, ceux qui ont tout fait pour entraver mon shérif ont fait une erreur. Oui. Et il n'y a que ceux qui ne veulent pas apprendre de ça. Je veux dire, si on s'obstine là-dedans, alors on devient forcément toxique et nocif. Mais je pense que quand on prend le temps de regarder le dossier et qu'on se rend compte qu'on a fait une erreur, on a tous envie d'aller de l'avant. Parce qu'à partir du moment où un dispositif fonctionne, tous les outils sont nécessaires. Voilà. La vie des gens n'appartient pas à une personne. Ça n'existe nulle part. On est tous au service, je dirais, de notre pays, de notre société, pour essayer d'aider les gens qui en ont besoin. Point barre. En tout cas, ce dispositif fonctionne très bien aujourd'hui. 3 clics par minute, 180 clics par heure. Ah non, ce n'est pas ça. Non, j'ai regardé les dernières statistiques pour venir, et ça m'a donné le tournis. 12 utilisateurs par minute. Effectivement, alors j'étais pas... 12 utilisateurs par minute. 12 utilisateurs par minute, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Ça me donne un peu le tournis. Très bien. Et c'est aussi le reflet de ce qui se passe dans notre société. Très bien, alors... En matière d'utilisation qu'il utilise, vous avez aujourd'hui contracté un certain nombre de partenariats avec la magistrature, la gendarmerie nationale, peut-être également avec d'autres acteurs aujourd'hui. Alors la magistrature, on ne le fait plus, puisque ça fait partie de cette fameuse entrave qu'on a eue en janvier 2022. Donc les parquets aujourd'hui n'ont pas la liberté de recourir à l'outil Mon Shérif. En revanche, les associations d'aide aux victimes le connaissent très bien et l'utilisent, et donc certains parquets ne conventionnent pas, mais ça ne les empêche pas de savoir que l'outil existe. Par contre, on a des conventions, par exemple, avec l'Association des maires ruraux de France, qui dirige un programme qui s'appelle ERE, qui est donc l'assistance dans la ruralité aux personnes victimes de violences, etc., qui agissent sur l'égalité de la femme. Et donc, eux, ils sont très présents, c'est des élus de terrain, ils sont très présents des choses qui peuvent se passer dans leur territoire. Donc, on travaille avec eux pour fournir l'outil. Puis après, bien sûr, on travaille, je dis aujourd'hui, on a beaucoup on travaille énormément avec les collectivités, mais aussi avec des entreprises pour la protection des personnels professionnels. Donc, on ne raisonne pas en termes, c'est plus des partenariats dans le sens où il y a des conventions, mais ce sont des relations simplement de fournisseurs à clients ou d'organisations qu'on accompagne sur du long terme avec une visibilité. Très bien. Alors, comme vous le disiez, voilà, c'est un outil qui est vraiment plébiscité aujourd'hui par un grand nombre de personnes. Les personnes, alors, les collectivités, les commerçants, mais également tout ce qui est professionnel d'entreprise. Vous parliez tout à l'heure, avant l'émission, juste avant l'émission, pour tout ce qui est école de confession juive également. Vous êtes très présente aujourd'hui, les élus, les soignants. Oui, la protection des élus. Gros sujet aujourd'hui. On va déployer Mon Shérif pour protéger les élus. Oui, partout, si vous voulez. Encore une fois, le fait d'avoir un petit outil qui est sur vous, personne ne sait que vous l'avez. Dans les situations où vous êtes le plus vulnérable, vous sortez de votre commerce, vous allez chez vous, il y a toujours le fou furieux aujourd'hui qui va vous mettre un revolver sur la tempe pour vous dire d'aller rouvrir votre caisse. Enfin, je veux dire, les personnes de confession juive sont plus en danger quand elles sortent de l'école qu'au sein de l'établissement. Donc finalement, cet outil, le fait que ce soit petit sur soi, permet tellement de choses que, évidemment, de plus en plus de gens y recourent. Le président de SOS Médecins ?
Oui, alors oui, il a regardé, bien évidemment, tous ces gens qui sont des personnels ambulatoires et qui se rendent à domicile aujourd'hui sont menacés. C'est ça. Donc, bien sûr qu'on a commencé à regarder. Soignant et tout. Il a sorti un rapport, ce monsieur a sorti un rapport qui a été remis à l'ex-ministre qui est parti, Madame Firmin Lebaudot. Et nous sommes la 15e résolution de ce rapport sur le recours aux outils connectés. Nous, on a toujours l'éternel débat public-privé. Donc, mon shérif n'est pas cité, sauf que Madame Firmin Lebaudot l'avait clairement cité sur les ondes de la radio. Alors, mon shérif est tellement plébiscité que vous avez reçu de nombreux prix. Oui. Voilà. En septembre 2021, le prix Tech for Women. Oui, ça m'a été remis à l'UNESCO et c'était justement un prix qui était particulièrement orienté sur ce que nous faisons pour accompagner les femmes victimes de violences. À l'époque, nous avions encore nos conventions avec la magistrature, les parquets, etc., ce qui, je pense, a beaucoup énervé le ministère et qui a amené la décision qui s'en est suivie. Et à côté de ça, il y a eu d'autres prix, dont celui on est lauréat or, médaille d'or des trophées sécurité, sur la catégorie protection des personnes. Et ça nous honore beaucoup, puisque les gens qui délivrent ce diplôme, ce sont des professionnels de la sûreté et de la sécurité. Tout à fait. Combien ça coûte ? Alors, quand on est victime de violence, le prix n'a quasiment pas changé en 8 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça coûte pour une personne moins de 55 € TTC, sauf que quand on est victime de violence, en général, on le reçoit gratuitement par les associations. C'est ça. Donc, le prix de 45,75 € hors taxe est vraiment pour les associations. À côté, moi, il faut que je vive aussi. Contrairement à ce que pense l'État, non, toutes les entreprises ne sont pas but lucratif et non, on ne fait pas des millions. Donc, en fait, on a mis en place un cercle vertueux, comme il n'y a pas d'abonnement sur l'outil. C'est ça. Parce qu'un abonnement voudrait dire une cible entre les deux yeux, parce que ça veut dire qu'il y a une traçabilité, donc on sait qui est équipé. Du coup, les professionnels l'achètent un peu plus cher et ça nous permet à nous d'avoir ce cercle vertueux tant qu'on reste sur la protection de la personne et qu'on n'est pas sur un modèle économique qui tombe plus sur ce qu'on fait de façon traditionnelle sur la protection des personnels professionnels, où là c'est de l'abonnement, mais avec d'autres services. On y vient, mais c'est pas... Les entreprises vont acheter un certain nombre de dispositifs pour leur propre personnel. Oui, et ça on est en train de le faire évoluer pour que l'outil corresponde plus à leurs attentes, parce qu'en fait les entreprises, elles ont deux besoins. Elles ont un besoin d'avoir un peu plus la main sur la gestion des alertes, mais également de connaître leur communauté d'utilisateurs. Qui a déclenché quoi, quand, comment. Ce que moi, je ne fais pas avec un outil personnel, puisque justement, on n'est surtout pas dans l'intrusion de la vie personnelle. Donc, on est en train de travailler cette offre qui s'adressera là aux personnes qui gèrent la sécurité des personnels professionnels du monde de l'entreprise. C'est ça. Alors, Pascal, on parle de protéger des professionnels au niveau d'entreprise. Alors, vous, effectivement, parmi les protections que vous apportez, vous avez notamment celle des acteurs, des collaborateurs d'entreprise qui partent à l'étranger. C'est ça, puisque aujourd'hui, on doit cette garantie aux employés qu'on expatrie. Donc cet outil-là, bien entendu, nous, on serait les premiers à le valider, est utile. Et il y a toute une formation et un apprentissage aussi pour ces personnels-là, et qu'on amène dans le cadre aussi bien de la formation ou de l'accompagnement à ce moment-là, quand c'est ponctuel aussi, puisqu'on peut détacher une protection rapprochée à un temps X, si vraiment c'est nécessaire. Si maintenant c'est à long terme, évidemment, on va les préparer soit avant de partir, ou directement sur les sites où ils vont devoir intervenir, puisqu'il y a toute une approche à faire parce qu'on a beau dire, on s'adresse à des gens qui ne maîtrisent pas ce genre de choses. Donc en fait, on doit leur donner des notions, comme je dis, une petite case sûreté-sécurité pour avoir le minimum de comportement à avoir pour essayer de se sortir du mieux possible. Alors vous vous définissez comme précurseur dans ce que vous proposez? Alors ça existe, je dirais que je veux être précurseur dans le domaine où on a une approche, je pense, être différente de la plupart des structures, puisqu'en fait, on va systématiquement nous passer par un audit. Et avec notre client, quel qu'il soit, que ce soit un industriel, puisqu'aujourd'hui, il y a des privés qui viennent vers nous, vous en parliez, ça change. Il faut avoir un échange avec eux, parce que notre rôle, et c'est là où je veux me démarquer, c'est de leur proposer du sur-mesure derrière. C'est pas leur dire, on a un produit, ok, c'est bateau, je vous mets quelqu'un, j'en mets 2, j'en mets 3. C'est de se dire, quels sont les risques, l'analyse en partenariat avec notre client ou notre futur client, et de se dire, voilà, nous, en tant que spécialistes, justement, on va vous préconiser telle chose, parce que, au même titre que c'est intéressant, parce que c'est discret, ça ne se voit pas,
L'autre challenge, c'est de rendre cette protection rapprochée le plus discret possible et avec le moins de lourdeur. Parce que oui, tout le monde se dit ouais, je vais avoir quelqu'un à côté de moi en permanence, etc. Je ne peux plus vivre. Nous, notre travail, c'est de justement lui permettre de faire ce qu'il veut sans sentir qu'en fait, il a effectivement peut-être une protection, alors qu'elle est là. Alors Pascal, vous vous battez également pour la féminisation de ce métier. Parce qu'il y a très peu de femmes aujourd'hui. Très peu de femmes, pourquoi? Parce que c'est pareil, on est parti sur une image, on se fait une idée du garde du corps, quelle est celle qu'il est, il faut être grand, il faut être balèze, voilà. Alors que finalement, pas du tout. Pas du tout, je dirais qu'au contraire, il faut aujourd'hui avoir une finesse de travail, un cerveau, pour parler un peu vulgairement, parce que c'est beaucoup de travail en amont. Aujourd'hui, une protection rapprochée, c'est de l'anticipation en permanence. Parce qu'en plus, on n'est pas sur du statique comme on fait en sécurité ou gardiennage. Où, comme je leur dis souvent, vous avez fait 2 mètres, la situation, elle change. Donc si vous n'avez pas préparé votre déplacement, anticipé les choses, calculé les risques, les analyser, eh bien, on découvre et on intervient, on n'est plus dans la prévention. Ouais. Et c'est important ce que vous dites, parce qu'effectivement, souvent, il y a un amalgame. Quand on parle de sécurité privée humaine, on voit l'agent de sécurité qui va être statique au niveau d'un magasin ou autre, alors qu'il y a un tas d'autres acteurs, et notamment sur tout ce qui est protection rapprochée. On n'est pas du tout dans la même configuration, et la formation n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, et puis, comme je vous dis, il faut qu'il y ait un dispositif visible dans certains cas, mais quand on aura fait l'analyse, parce que on ne peut pas non plus laisser croire que la personnalité est accessible si on ne voit rien. Mais il y a toute une partie qui travaille tout autour parce que ce n'est pas visible. Et là, pour revenir à votre propos, les femmes manquent dans ce métier. Parce que, on peut dire ce qu'on veut, on va être un peu macho, mais les femmes ont une finesse de travail qu'on n'a pas forcément chez l'homme. Personne ne se doute en plus, évidemment, qu'elles travaillent dans ce genre de domaine, en tout cas. Et donc, c'est très intéressant dans tout ce qui va être anticipation, prévention. Alors, comment est-ce que vous faites pour recruter ces femmes? Quels sont les messages qui peuvent être portés? C'est le moment aujourd'hui sur ce plateau. On a eu la chance d'avoir quelques femmes de formées, donc on essaye de compter sur elles pour mettre en avant, et elles le font très bien. Puisqu'on a même des clients aujourd'hui qui nous disent est-ce que telle personne, et en général c'est le personnel féminin, est disponible pour la mission, etc. Et là, on va entamer globalement un genre de tour de France aussi, parce qu'on voit ça qu'ici, parce que les gens informés, oui, les Parisiens, tous ceux qui sont dans la grande île savent. Mais en fait, il y a des gens il n'y a pas que Paris dans les provinces qui ne connaissent pas ces métiers-là et qui s'imaginent justement tout l'inverse. Donc en fait, on va aller nous les chercher et puis leur expliquer ce que c'est que le métier. Je postule. Voilà, vous avez déjà une candidate, c'est parfait. Si je peux me permettre, je voulais juste vous apporter aussi une précision qui est importante, c'est que nous, avec notre outil, on fait aussi une phase 2 que personne ne sait, mais on gère le trauma. Et ça, c'est très important. En fait, j'ai eu la chance d'avoir dans mon capital un groupe qui est rentré au mois de juin l'année dernière, dont c'est la spécialité. C'est la prise en charge, et ils sont notamment intervenus un peu pour les victimes du Bataclan et beaucoup pour les victimes de Nice. Et donc, nous, le but, c'est effectivement, vous avez l'outil, et après toute la prise en charge du trauma pour éviter les décrochages, notamment quand on parle par exemple de la protection des élus. Vous savez qu'il y en a plein qui veulent rendre leur mandat. Donc voilà, je tenais à le dire aussi, c'est important. Vous avez raison, c'est très important. Je postule officiellement, il faut qu'on travaille ensemble. Alors, pour aller plus loin, vous accueillez également des jeunes. Vous travaillez avec les apprentis d'Auteuil. Il y a un partenariat qui est mis en place. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Déjà, j'ai eu la chance en fait qu'ils soient implantés au même endroit que nous sur Vernon. Et en fait, j'ai mis cette collaboration un peu comme je vous expliquais avant, parce que c'est des jeunes qui sont effectivement en difficulté. Et en fait, tout le monde pense qu'aujourd'hui, alors j'entends que ça, les jeunes. Mais les jeunes, ils en sont là parce que moi, c'est personnel, je pense qu'on ne s'en occupe pas. Et à partir du moment où on s'en occupe et on leur redonne en fait certaines valeurs, ils adhèrent tout de suite. Tout le monde sait plus ou moins, je dirais, les jeunes qui sont dans cette fondation-là. Et nous, on intervient, on appelle ça une JDS, c'est une journée de dépassement de soi, où on leur remonte qu'en fait, ils peuvent reprendre confiance à l'adulte, au travail. Et on a des jeunes qui sont revenus vers des formations sécurité qui aujourd'hui travaillent. On les retrouve dans la rue, c'est bonjour monsieur Aumont, bonjour si, parce que en fait on les a ramenés et on leur a juste redonné confiance. Exactement. Et donc on le fait effectivement de façon bénévole parce que aussi nous aussi on
on est aussi dans cette promotion-là. Et c'est de leur montrer qu'il existe des choses. Et après, de les ramener effectivement dans le monde du travail. Eh bien, écoutez, on ne peut que vous en féliciter. Votre croissance au niveau de l'entreprise... Je dirais qu'elle a été régulière depuis le début, puisqu'on est parti de zéro. Et puis nous, on est beaucoup plus récent, puisque c'était 2014, la première échéance. C'est en plus sur la protection, en tout cas, je rapprochais, c'est... vraiment un métier de niche, c'est compliqué, c'est pas des choses qu'on va accéder, qu'on va reprendre derrière quelqu'un très facilement. Néanmoins, on se démarque parce que justement, on est en progression constante, parce qu'on est sur une niche et qu'on propose des choses que certains n'ont pas la capacité ou la volonté d'aller. Il faut aller sur ce qu'on sait faire. Donc on est en progression et oui, l'idée, c'est de continuer sur cette progression-là. Et de devenir leader peut-être demain ? Devenir dans tous les cas leader, hein, c'est toujours un challenge, comme vous disiez, on n'est pas non plus des philanthropes, l'idée c'est de faire progresser tout ça. Leader tout en restant et ne pas faire la bascule, parce que j'ai vu des sociétés qui au bout d'un moment basculent sur du volume et un peu tout, mais on va garder ce cœur de métier. Et c'est l'ADN que je veux transmettre, puisque moi j'ai aussi un certain âge maintenant, les cheveux blancs parlent d'eux-mêmes, mais tous mes collaborateurs, en fait, je transmets aussi l'ADN de l'entreprise. Parce qu'on reste néanmoins sur une structure qui reste un peu, on va dire, taille humaine. Oui. Et c'est ce que je veux garder. Parce que je suis persuadé qu'on peut très bien se développer et devenir leader tout en restant humainement proche de ses collaborateurs et de transmettre tout ça. Eh bien, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, Pascal. Dominique, demain, vous l'avez légèrement évoqué tout à l'heure, il va y avoir une solution dédiée aux usages professionnels avec une gestion d'alarme. Expliquez-nous. Mais en fait, comme je dis, ce sont deux publics différents. Lorsqu'on protège des personnels professionnels, nous, on est un peu hybride. Parce que le personnel professionnel, dans le cadre de son travail, il y a déjà pas mal d'outils qui existent. Donc, on a un outil en plus. Mais nous, on intervient aussi beaucoup lorsque la personne va quitter son environnement professionnel, sur lequel il est rattaché et sur lequel c'est à ce moment-là où il est vraiment exposé. Et on a besoin de basculer sur cette offre, parce que là, quand on a des grands groupes qui nous appellent, ils ont besoin de gérer leur communauté d'utilisateurs. Ils ont besoin de pouvoir plus maîtriser le style d'alerte qu'ils veulent, comment est-ce qu'ils veulent derrière les gérer, et puis connaître leur communauté, et de là avoir aussi leurs statistiques, etc., etc. Il ne faut pas oublier que moi, à la base, c'était donc un outil personnel. Qui dit personnel égale, comment on appelle ça, moi, je ne peux pas voir, je ne peux pas savoir. Ce n'est pas mon rôle. Il y a le respect, il y a tout le cas des RGPD, etc. Je n'ai pas à savoir, moi, exactement qui utilise mon outil, à quel moment. Ce sont les associations, les victimes. J'ai beaucoup de témoignages de gens qui me remercient parce qu'elles savent que je suis la créatrice de l'outil. Et du coup, j'entends parler de tas de situations qui vont me remonter. Mais je n'ai pas à en être informée, ce n'est pas mon rôle. Et donc, on va faire cette bascule parce que là, on se retrouve à une croisée des chemins où notre outil répond à plein de choses et il manque cette dimension qui, en plus, aujourd'hui, n'existe pas. Personne aujourd'hui propose de la gestion avec un outil, avec de la gestion de trauma, avec la gestion d'une communauté, etc. Mais ça, c'est le côté chef d'entreprise, solution innovante, le côté ADN entrepreneur. On ne s'arrête jamais de réfléchir. On a hâte que vous reveniez sur le plateau pour nous expliquer tout ceci avec ce nouvel outil. En tout cas, nous avons un très bel outil. Nous avons une magnifique entreprise avec une protection rapprochée et des formations sur mesure spécifiques. Je crois que c'est un super beau cocktail que nous avons. Ah oui, mais moi, je suis absolument... Vous m'avez séduite. J'adorerais en savoir beaucoup plus et je pense qu'il y a des synergies. Je ne parle pas de vendre de l'outil, ce n'est pas du tout le propos. Je pense qu'il y a juste des synergies parce que je pense que quand on est engagé sur cette thématique, il y a un engagement sociétal, il y a cette volonté de vouloir venir en aide. Moi, je suis un peu plus jeune que vous, mais quand même, la soixantaine n'est pas très loin. Donc, il y a aussi cette histoire de transmission et choses comme ça. Mais je pense que ce qui nous motive et ce qui nous parle, c'est quand on est capable d'amener un peu de ciel bleu et que les gens vous remercient parce que vous avez changé leur quotidien. Et là-dessus, ça nous unit. Et le fait que vous ouvriez ça aux femmes, c'est vrai que moi, j'y pense pas, mais c'est vrai qu'on a aussi des approches, c'est intéressant. Et j'ai beau avoir été à l'égalité, je milite pour une société où il y a des hommes et des femmes. Et on est complémentaires pour faire beaucoup de choses. Et je serais ravie d'échanger plus avec vous. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à vous deux d'être venus sur ce plateau aujourd'hui. Et puis, je pense que hors antenne, vous allez pouvoir continuer à échanger. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission Top Sécu. Et à bientôt pour une nouvelle émission.